Bonjour, bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef du site, et je suis aux côtés de Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Hélène. Un véritable tournant. C'est ainsi qu'Emmanuel Macron a qualifié les sanctions prises par Donald Trump, mercredi 22 octobre, contre 2 compagnies pétrolières russes. Le groupe d'État Rosneft et la compagnie privée Lukoil sont désormais empêchés de conduire des opérations en dollars. De leur côté, les Européens, réunis en sommet jeudi 23 octobre, en présence de Volodymyr Zelensky, ont adopté un 19e train de sanctions visant notamment le secteur énergétique russe. 2 avancées significatives dans le soutien à Kiev, mais qui masquent quelques stagnations. Donald Trump, un temps favorable à la livraison de missiles longue portée Tomahawk à l'Ukraine, est revenu sur sa décision, et les 27 ne sont pas encore parvenus à s'entendre sur l'utilisation des avoirs russes gelés pour aider l'Ukraine. On parle tout de même de 140 milliards d'euros, dont une bonne partie d'or dans les banques belges. Alors, Jean-Marie, Alain, on le voit, beaucoup d'événements diplomatiques qui sont déroulés ces derniers jours. On va décortiquer tout ça. Et je vous propose de commencer par la valse de Donald Trump. Alors, d'un côté, pas de missiles Tomahawk pour Kiev, mais des sanctions contre la Russie, qui constituent tout de même une première depuis son retour à la Maison-Blanche. La valse, j'ai cru, Hélène, que vous vouliez qu'on parle de la future salle de danse que Donald Trump fait construire à la Maison-Blanche, puisqu'il a éliminé une des ailes de la Maison-Blanche pour qu'elle cède la place à une immense salle de bal qui pourra accueillir 1000 personnes, avec des dorures en veux-tu en voilà, puisque c'est le goût trumpiste par définition. Et donc c'est ça qui réjouissait beaucoup Donald Trump en la présentant avec toute une série de croquis de ce projet qu'il était manifestement très heureux de montrer à la presse. Donc voilà. Cela dit, sur les événements plus sérieusement que vous évoquez, la question qui se pose, c'est est-ce que cette fois c'est la bonne ? Parce que jusqu'à présent, il avait tourné autour de l'idée des sanctions, il n'en avait jamais vraiment décidé. Au contraire, puisque désormais l'Europe contribue bien davantage que les États-Unis à l'aide à l'Ukraine. Donc il était plutôt non seulement sur le recul, mais à un moment on pouvait même se demander s'il n'allait pas se retirer complètement de ce dossier, faute de pouvoir parvenir à un résultat, et faute de pouvoir parvenir à un résultat qui ne fâche pas la Russie et qui ne fâche pas son ami Poutine. Et là, tout d'un coup, il y a ce geste. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est durable, est-ce que c'est un vrai tournant, comme on a tendance à le dire, ou est-ce que c'est une énième valse-hésitation du président américain ? Alain Frachon ? C'est toute la difficulté avec Trump, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il lance comme ça des petites phrases dont on pense qu'ils forment une politique ou qu'ils annoncent une politique. Et puis non, en fait, non, c'est une petite phrase prononcée sur le moment, selon son humeur. Prenez l'exemple des Tomahawks. Il n'a jamais vraiment dit qu'il envisageait de vendre des Tomahawks à l'Ukraine. Et d'ailleurs, ça n'aurait pas servi à grand-chose à l'Ukraine, puisque les Ukrainiens n'ont pas les plateformes nécessaires pour lancer des Tomahawks. Donc, à la limite, ils auraient pu, c'est ce qu'on a dit à Washington, en prêter 2 pour voir comment ça fonctionne, mais ça suppose toute une logistique, un Tomahawk. C'est un missile de croisière à portée au-delà de 1000 km qui se trouve embarqué à bord, en général, de la marine américaine ou de quelques avions américains. Et donc, c'est pas rien, on prête pas un Tomahawk comme on vous prête un pistolet ou un lance-grenade. Et donc, ça n'a jamais été corroboré non plus par le Pentagone. Il a lancé cette phrase sur les Tomahawks, il a lancé cette phrase très exactement, il parlait de sa déception, il dit, mais si ça continue comme ça, si ce dossier n'avance pas, il était de retour du Moyen-Orient, si ce dossier n'avance pas, on va finir par leur prêter des Tomahawks. C'est tout, c'est pas une politique ça, c'est une phrase de Trump, et c'est toujours très difficile d'interpréter Trump. Soit ça fait partie de la section inévitable, farce et attrape de son discours, ou bien de la section forfanterie de son discours, ou bien ça annonce véritablement une politique. C'est toute la difficulté d'interpréter le Trump. Sur Lukoil et Rosneft, je crois qu'il faut tout de même prendre ça au sérieux, ne pas mettre ça dans la catégorie farce et attrape du discours de Trump, parce que au fond, ça arrange beaucoup les États-Unis aussi. Les États-Unis sont un des plus gros vendeurs de gaz naturel liquéfié.
En Europe, maintenant, ils ont notamment pris la place très souvent des Russes. Ils peuvent vouloir parachever cette domination sur les ventes de gaz en Europe et empêcher ces deux grandes entreprises d'hydrocarbures de faire concurrence. Bon, a priori, c'est plutôt quelque chose de sérieux, c'est plutôt quelque chose qui est une véritable pression sur Moscou, plutôt que de laisser entendre qu'il va fournir des Tomahawks à l'Ukraine, qui n'a pas aucune des plateformes nécessaires pour lancer des Tomahawks. Et ça pourrait peser véritablement sur l'économie russe et par capillarité évidemment sur la guerre en Ukraine? Écoutez, moi, je me refuse à porter des jugements sur la perméabilité de l'économie russe à des sanctions. Parce qu'on nous annonce depuis 3 ans que l'économie russe va s'effondrer. Ce n'est pas le cas. Les Chinois sont là, qui aident massivement les Russes et qui peuvent pallier ce que nous ne fournissons plus aux Russes ou ce que nous n'achetons plus aux Russes. Et donc, on sait très bien que la Russie a refait une industrie de missiles hyper compétitive en moins de 2 ans grâce à des composants chinois et grâce aussi au talent des Russes dans ce genre de situation. Donc, honnêtement, je ne sais pas. Vous pouvez lire 14 analystes sur l'état de l'économie russe et vous aurez 14 avis différents sur l'état de l'économie russe. Cela dit, sur l'économie, le consensus européen consistait alors peut-être a-t-il évolué, ou évoluera-t-il, consistait à dire, au fond, la Russie est armée pour tenir 3-4 ans face à cet arsenal d'autant que la Russie a installé une économie de guerre, donc tourne beaucoup autour de la production d'armes, et de munitions, etc. Là, on va être au bout de ces 3-4 ans, donc on va bien voir. Et il y a eu pas mal de déclarations d'économistes russes disant attention, la récession approche, on va peut-être être en récession, ainsi de suite. Le juge de paix, ce sera ça, ce sera la situation économique dans quelques semaines ou dans quelques mois. Et donc, aux sanctions américaines s'ajoutent de nouvelles sanctions européennes, puisque les 27 étaient réunis à Bruxelles cette semaine pour chercher comment intensifier leur aide à l'Ukraine. Et ces discussions ont été quand même productives, puisqu'elles se sont conclues par un 19e train de sanctions. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce que contient ce nouveau pack de sanctions ? Oui, l'ambition est toujours la même et on va finir par arriver à sans doute à un résultat très concret. Il s'agit que les pays européens cessent de se fournir en gaz naturel auprès de la Russie. Il s'agit de faire respecter cet embargo. Il y a plusieurs moyens pour le faire. C'est assez difficile parce que la Russie s'est dotée d'une flotte de plusieurs centaines de bâtiments qui transportent des hydrocarbures, notamment du gaz naturel liquéfié, le GNL. Ces bateaux les vendent à des intermédiaires ou à tel ou tel pays qui ne va pas les consommer, mais les revendre sur le marché libre. Donc les pays européens continuent sur le marché, non pas par des contrats à long terme ou à moyen terme, mais ils continuent sur le marché à acheter du gaz naturel russe. Et d'ailleurs, même des hydrocarbures, avec à la fin de l'année, ce solde-là qui est que la Russie empoche toujours des dizaines et des dizaines de milliards de dollars nécessaires au financement de son effort de guerre et au financement de l'État russe, de l'économie russe en général. Et donc, cette fois-ci, on vise les bâtiments de cette flotte clandestine de bateaux russes et on contrôle de plus en plus sérieusement ce que nous achetons sur le marché libre en matière d'hydrocarbures. Ça, c'est pour la partie sanctions. Et puis, vous savez, le Conseil discutait aussi de l'aide financière à l'Europe, puisque le président du Conseil, le Portugais António Costa, a dit « l'Ukraine aura les ressources financières dont elle a besoin pour se défendre ». Et en fait, l'objectif précis du Conseil était d'assurer à l'Ukraine un financement civil et militaire pour ses dépenses civiles et militaires pour les 2 années qui viennent. Ça, c'est une forme de pression sur le Kremlin pour dire ne vous faites pas d'illusions, tant que nos opinions publiques nous appuient, nous soutiendrons la défense de l'Ukraine face à l'agression russe. Financer, vous dites, Alain, mais comment ? Avec quel argent ? Ici, il faut être assez précis dans les chiffres. On parlait hier avec Jean-Marie qui soulignait qu'au fond, maintenant, l'Europe aide plus en matière financière
et même on pourrait dire en matière de matériel militaire, mais pas forcément dans les secteurs clés, aide plus l'Ukraine que les États-Unis. Les États-Unis sont réellement, effectivement, concrètement, sur le retrait dans leur appui à la défense ukrainienne, même s'il y a des sanctions dont on a parlé aujourd'hui. Alors, il faut citer les chiffres. C'est compliqué parce qu'il y a aussi un débat sur les chiffres. Depuis le début de la guerre, depuis 3 ans, les États-Unis ont fourni en aide militaire et civile à l'Ukraine 115 milliards de dollars. Mais ils ont fourni aussi une aide immatérielle et difficile à chiffrer en communication, en renseignement, notamment par tous les systèmes américains de captation satellitaire et autres. Quant à l'Union européenne, les estimations sont entre 120 et 180 milliards de dollars. Donc, en tout état de cause, c'est supérieur. Maintenant, quand on lâche des sommes comme ça, quand on donne des chiffres comme ça dans l'opinion publique, on a l'impression que c'est un effort considérable. C'est un effort important. Mais pour avoir une idée de ce qu'il représente, il faut le rapporter, le ramener à notre richesse, à notre production intérieure brute. Alors, je vais vous dire très exactement, selon les chiffres de Eurostat, le produit intérieur brut cumulé des 27 États membres de l'Union européenne. Il faudrait ajouter en matière d'aide européenne ce qu'apporte la Grande-Bretagne, qui est très, très important. Mais notre PIB cumulé, c'est 18 000 milliards d'euros. Alors, si vous cherchez ce que représentent à peu près ces 118 milliards d'euros, vous arrivez naturellement à des pourcentages qui se situent entre 0,5 et 1% de notre richesse nationale. Maintenant, si vous calculez l'aide française à l'Ukraine, elle est en 2 parties. Il y a une aide bilatérale directe qui doit être autour de 6 ou 7 milliards d'euros. Et puis, il y a l'aide que la France, la contribution de la France à l'ensemble de l'Union européenne. Tout ça, ça doit faire une somme tournant autour de 12 milliards d'euros. C'est-à-dire une somme qui représente très exactement 0,2% de la richesse française. Et donc, il ne faut pas céder non plus là-dessus à une sorte de propos de bistrot démagogique consistant à dire qu'on déverse des milliards sur l'Ukraine qui est agressée par la Russie et sur une question qui intéresse au premier chef la défense de l'Europe. D'autant qu'il y a une autre manne financière potentielle qui n'est pas utilisée pour l'instant. J'en parlais en introduction. C'est 140 milliards d'euros d'avoirs russes qui ont été gelés depuis le début de la guerre, que les Européens envisagent d'utiliser pour soutenir l'Ukraine, de donner à Kiev, qui le rembourserait ou pas d'ailleurs, après la guerre, selon l'issue de la guerre, etc. Mais pour l'instant, la Belgique refuse l'utilisation de cette manne financière. Pourquoi ? Quand une banque centrale, comme la banque centrale russe, par exemple, engrange des milliards et des milliards de dollars parce qu'elle vend quelque chose qui est dollarisé, notamment c'est le cas des hydrocarbures, évidemment, cet argent, il est disponible pour l'État russe, pour les investissements, etc. Mais enfin, elle le place. Cet argent, il ne dort pas. Et donc, elle achète des bons du Trésor, notamment des bons du Trésor européens, des bons du Trésor émis en euros. Elle les achète et cet argent est placé donc dans l'Union européenne, en fait, dans une institution financière belge qui ne fait que ça, la gestion de réserves monétaires comme ça. Donc, nous avons du succès sur le plan économique. Les États étrangers pensent que l'euro est une monnaie solide et que les Européens ne failliront jamais sur le remboursement de leurs dettes. Donc, on peut acheter des emprunts européens. Ce sont des emprunts sûrs. Peut-être un peu moins sûrs que les emprunts en dollars, mais quand même, ce sont des emprunts sûrs. La Banque centrale de Russie diversifie ses placements et elle achète un peu de yens, elle achète beaucoup de dollars et elle achète pas mal d'euros aussi, d'emprunts en euros. Et tout ça, ça va dans ce qu'on appelle une société de clearing belge, en l'espèce qui s'appelle Euroclear, basée à Bruxelles, c'est une société belge de droit belge. Ce que redoutent pas seulement les Belges, mais des gens comme les Français aussi. Et nous, on se prétend un État de droit. Donc, si vous souscrivez un emprunt auprès de l'Union européenne, auprès d'un pays européen, vous savez que ce sont des pays qui respectent l'état de droit et donc qu'ils respectent la propriété qui leur est confiée. S'ils ne le respectent pas, ça va se savoir sur les marchés, l'euro va être beaucoup moins crédible et nous aurons beaucoup plus de difficultés à emprunter. Et c'est l'argument du ministre belge. Et comme a dit le chancelier Merz,
Si j'étais à sa place, je dirais exactement la même chose. C'est très difficile d'obliger une société de droit belge soumise au droit européen de violer ce droit, alors que les avoirs aient été gelés, ça, c'est autorisé. C'est autorisé, on est en cas de guerre et on est face à une situation d'agression sur le continent européen. Les avoirs sont gelés, c'est normal, de même que sont gelés les biens russes, les yachts, les appartements, les villas, tous les biens russes que l'on peut céder. Il n'empêche, ces biens gelés n'appartiennent pas au régime Poutine. Ils appartiennent en l'espèce à la Banque centrale de Russie, c'est-à-dire aux Russes, au peuple russe, à la Russie. Donc c'est compliqué aussi, là. Nous ne sanctionnons pas seulement Poutine, nous sanctionnons le peuple russe si nous disposons de ces avoirs. Et pourtant, il y a un moyen pour s'en servir. Et ça a été toute la conversation de jeudi au Conseil européen, toute la conversation dans l'après-midi. Il y a un moyen, c'est ce qu'on appelle le prêt de réparation. Alors, le prêt de réparation a été imaginé par un excellent journaliste britannique, un ancien de The Economist, maintenant commentateur vedette de chez Reuters, Hugo Dixon. Et son idée est la suivante. Ils disent, bon, cet argent qui a été déposé par la Russie, par la Banque centrale de Russie en Belgique, c'est 140 milliards. Il y a plus, il y a 180 milliards. Mais là, on parle surtout de 140 milliards. Et il y a un peu d'argent aux États-Unis aussi. Mais cet argent, au fond, c'est vrai. C'est très compliqué d'en disposer comme ça. De dire, on le prend et on le prête, on le transfère à la Banque centrale d'Ukraine. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et donc, ils disent non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garantir aux Ukrainiens, on va leur dire, nous allons vous prêter 140 milliards d'euros. Et ces 140 milliards d'euros vous permettront de voir venir pendant 3 ou 4 ans pour des dépenses qui doivent être civiles ou militaires. Mais nous garantissons le prêt sur les 140 milliards qui sont dans l'institution financière Euroclearing à Bruxelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Européens disent, comme les Ukrainiens, comme les Américains aussi, la guerre doit se terminer avec une discussion naturellement sur une éventuelle modification des frontières, etc., etc. Mais aussi sur le principe de réparation que les Russes doivent aux Ukrainiens. Et donc, à la fin de la guerre, sera sur la table de négociation, où il y aura sans doute les Américains et vraisemblablement les Européens, cette question des réparations. Et la mécanique sera très simple. Ou vous payez les réparations que vous devez à l'Ukraine, ou alors nous saisissons une partie des biens qui sont dans la société de clearing. Et donc, vous voyez, la mécanique est le suivant. On accorde aux Ukrainiens par tranche, pour ne pas empêcher une négociation, par tranche, on garantit aux Ukrainiens un prêt de 140 milliards de dollars. Et ce prêt devra, en principe, être remboursable sur les avoirs, sur ce que devront les Russes au titre de réparation aux Ukrainiens. Et s'ils ne le font pas, alors seulement nous saisirons une partie correspondante de ces avoirs gelés auprès de la société Euroclearing. Oui, c'est un mécanisme assez complexe, hein. Il faut suivre, mais en même temps, c'est très astucieux. Et ça permet de contourner la plupart des obstacles juridiques. Donc du coup, ça fait un peu désordre que seule la Belgique, parce qu'en effet, c'est sur son sol que ça se passe, entrave la mise en place de ce dispositif. Donc je pense qu'il y aura des négociations pour régler cela. Ça fait partie d'un dispositif où il y a quand même des leviers de pression sur Vladimir Poutine. La question, moi, que je me pose, c'est, compte tenu de ce qui s'est passé au Proche-Orient, compte tenu du fait que Donald Trump ait eu des leviers pour faire pression sur Netanyahou, pour obtenir finalement la restitution des otages de la part du Hamas et puis un cessez-le-feu de la part de l'armée israélienne, est-ce que ce schéma est reconductible sur l'Ukraine? Est-ce que Donald Trump va prendre conscience que, en agissant sur plusieurs leviers, la pression sur Poutine peut être suffisante pour le conduire à changer de politique? Parce que ce qui s'est passé cette semaine, c'est un message de constance et d'aucun mouvement de la part de la Russie, puisque ce qui s'est passé, c'est que Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a conversé avec le ministre Lavrov des Affaires étrangères de Russie pour préparer le sommet que Trump voulait organiser à Budapest entre la Russie et les États-Unis. Et ce qui est revenu de la conversation des deux ministres,
c'est que la Russie ne change pas d'un iota, et donc en aucun moment d'attitude, et donc ne fait pas un seul pas, fût-il un petit pas, en direction de ce que demanderait Trump pour arriver au moins à un cessez-le-feu. Donc voilà, est-ce qu'on va rentrer avec ce passage de la Russie vers des sanctions? C'est cette démonstration, au fond, d'unité, malgré le contre-exemple belge, mais ça n'entache pas le reste des paquets de sanctions qui ont été décidés par les Européens. Europe plus États-Unis, des États-Unis enfin convertis à une logique de sanctions, est-ce que ça ne peut pas constituer les éléments de pression suffisants pour que Poutine finisse par admettre qu'il faut vraiment faire la paix, Alain? Tout à fait, parce que nous avons un début de réponse déjà, ça a été la nuit passée. 128 drones russes attaquant les villes d'Ukraine. Or, il ne faut pas oublier non plus que les Américains, Donald Trump, même s'il était enthousiaste pour une éventuelle rencontre avec Vladimir Poutine, Donald Trump avait remis sur la table la nécessité d'un cessez-le-feu avant une conversation, alors que les Russes n'en voulaient pas. Les Russes ne voulaient pas de ça. Et donc, on voit bien que la position russe ne bouge pas d'un iota. Et Jean-Marie pose bien la question. Est-ce que cette configuration nouvelle, avec pour la première fois les sanctions dans le domaine des hydrocarbures de la part des États-Unis, avec les sanctions sur Lukoil et sur Rosneft, plus ce qu'il faut bien appeler, et que nous ne soulignons jamais assez, une détermination continue des Européens, non seulement à faire évoluer Trump, parce qu'ils agissent aussi sur Trump, hein. Ils le flattent, mais ils agissent sur lui. Ils essayent de le manipuler de la meilleure manière qui soit, mais par nos propres décisions, qui sont notre soutien ne faiblit pas. Nous continuons à aider l'Ukraine. L'Ukraine vient de conclure un marché très important avec la Suède pour se doter de 130 chasseurs bombardiers de dernier cri suédois, des Gripen. Et donc, nous ne cessons pas d'aider l'Ukraine à se doter d'une industrie d'armement, parce que l'armée, elle l'a l'armée. C'est probablement l'armée la plus puissante du continent européen, en dehors de la Russie, naturellement. Et donc, voilà, est-ce qu'on va atteindre ce moment où Poutine, comme Netanyahou, se dit, bon, la pression est trop forte, il faut que je lâche quelque chose, et il faut aller éventuellement vers une négociation. Et c'est dans la configuration militaro-politico-militaire, si vous voulez, où nous sommes en ce moment. Est-ce qu'on va avoir un effet pression sur l'Ukraine, comme il y a eu un effet pression sur le gouvernement israélien et sur le Hamas aussi, parallèlement, par l'intermédiaire de l'Égypte, du Qatar et de la Turquie. Donc voilà, écoutez, on saura très vite. Pour le moment, la Russie a toujours envoyé balader les États-Unis dans cette histoire. Et la meilleure façon de le faire, c'était encore de balancer 128 drones sur les villes ukrainiennes la nuit passée, dont 70 ont été abattus par la défense anti-aérienne ukrainienne. C'est ce qui s'est passé après le sommet d'Anchorage, entre Poutine et Trump. À peine ce sommet terminé, les bombardements reprenaient sur les villes ukrainiennes, et notamment sur Kiev. Donc c'est exactement le message que Poutine avait envoyé à Trump. C'est quand même frappant, parce que c'est un président américain qui est élu sur l'idée « on va faire des États-Unis un grand pays encore », et qui passe son temps à reculer, à être humilié par quelqu'un qui est à la tête d'un pays, certes, qui dispose de beaucoup d'armes nucléaires, mais qui est en même temps une puissance moyenne aujourd'hui. Donc c'est quand même très très étrange, cette situation. Oui, elle est étrange, bien sûr, et on peut se mettre dans la tête de Vladimir Poutine aussi. Pourquoi insiste-t-il? Pourquoi semble-t-il donner l'impression qu'il a le temps pour lui? Il n'a peut-être pas le temps pour lui, on le verra assez rapidement, Hélène. Mais Poutine sait qu'il doit faire évoluer les opinions publiques européennes. Jusqu'à présent, les opinions publiques européennes sont majoritairement en faveur de l'effort de défense, de l'appui que nous apportons à l'Ukraine. Et encore une fois, je vous le redis, cet appui, c'est rapporté à notre richesse nationale, ce que nous produisons tous les ans, c'est pas grand-chose. Mais elles peuvent évoluer. Et on ne fait jamais le lien en France, sur les plateaux de télévision ou dans le commentaire politico-médiatique, on ne fait jamais le lien entre les 32% de voix dont les sondages créditent le Rassemblement national aux élections et le succès qu'on donne au chef de ce parti à une éventuelle élection présidentielle, on ne fait jamais le lien entre cela
et l'aide française à la Russie. Mais il ne faut pas oublier que Marine Le Pen et son équipe et son entourage en politique étrangère sont au mieux pour un neutralisme absolu, sinon une position favorable à la Russie de Vladimir Poutine. Il faut ressortir les déclarations de Madame Le Pen sur son affection à l'adresse de Vladimir Poutine et la manière dont le nationalisme russe est pour elle un exemple admirable à suivre. Et donc, il y a un lien, si vous voulez, entre la montée d'un parti encore plus pro-russe que le Rassemblement national, qui est l'AfD en Allemagne, voire le Reform Party de Nigel Farage en Grande-Bretagne. Il y a un lien avec la situation en Ukraine. On ne le fait jamais. Mais représentons-nous ce que représenterait pour la guerre en Ukraine et le soutien européen à Kiev, l'arrivée au pouvoir serait seulement dans les régimes présidentiels, à la tête d'un gouvernement de ces partis-là. Ça changerait le profil du soutien européen à l'Ukraine et ça donnerait raison à Vladimir Poutine. Et c'est très certainement ce qu'il souhaite ardemment. Merci beaucoup Alain Frachon, merci Jean-Marie Colombani. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Merci Hélène. Merci Hélène. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.